Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, écoutez, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous aujourd'hui pour évoquer avec vous la catastrophe industrielle qui touche depuis le jeudi 26 septembre les habitants de Rouen, de la Seine-Maritime et au-delà. Cette catastrophe résulte de l'incendie qui a pour origine deux sites industriels, les entreprises Lubrizol et Normandie Logistique. Je voudrais tout d'abord redire combien nous comprenons l'émotion et l'inquiétude que vivent tous les habitants touchés par cette catastrophe. Et bien sûr, il est de notre devoir d'y répondre. Le Premier ministre, devant la représentation nationale, a pris l'engagement d'une transparence absolue. Et je voudrais redire que notre rôle n'est pas de rassurer coûte que coûte, mais de dire la vérité. Toutes les informations, toutes les données scientifiques sont et seront donc rendues publiques au fur et à mesure que nous en disposerons. Et cette audition participe aussi de cette volonté de transparence. Je voudrais souligner la très grande mobilisation du gouvernement et de l'ensemble des services de l'État pour faire face à cette crise et être aux côtés des Rouennais. Je pense au ministère de l'Intérieur, en charge de la gestion de crise, de la santé, s'agissant des impacts sanitaires, de l'agriculture pour les impacts sur les productions agricoles, de l'éducation nationale pour les écoles, du travail, s'agissant de la protection des travailleurs, en particulier ceux qui interviennent sur les sites, et bien sûr à mon ministère. Sur de telles installations, le ministère de la Transition écologique et solidaire est plus particulièrement chargé de la prévention des risques industriels et, en cas d'accident, de prévenir tout risque de suraccident, de contrôler la réalisation par l'exploitant des opérations de dépollution et de superviser l'évaluation à court, moyen et long terme de l'impact environnemental. Le ministère remplit ses missions en s'appuyant sur l'expertise des agences de l'État spécialisées, je pense notamment à l'INERIS et à l'ANSES, et en s'assurant, et je pense que c'est important de le redire, que les industriels assument toutes les responsabilités qui sont les leurs. L'ensemble du gouvernement est donc mobilisé autour de l'engagement de transparence que nous avons pris. Cette mobilisation s'est d'abord traduite dès le début de ce très grave incendie pour prévenir tout risque pour les populations pendant la crise. Je voudrais rappeler les faits. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 2h40, le jeudi 26 septembre à Rouen, au sein de ces deux entreprises. L'une, l'entreprise Lubrizol, produit des additifs pour lubrifiants et est classée Seveso seuil haut. Dès la survenue de l'incendie, les sapeurs-pompiers sont intervenus et ont mobilisé des moyens très importants. Au total, 200 sapeurs-pompiers, 200 véhicules venus de 6 départements, renforcés par des moyens nationaux de la sécurité civile, ont pris part aux opérations. Ils ont par ailleurs pu être appuyés par des moyens d'extinction supplémentaires mis à disposition par les principaux exploitants de sites Seveso du département. Et je voudrais saluer l'engagement sans faille des services de secours, malgré les risques et leur grand professionnalisme, qui ont permis de maîtriser le sinistre dès le jeudi 26 en début d'après-midi et surtout d'écarter tout risque de suraccident. Et je voudrais aussi rendre hommage aux équipes de mon ministère, en particulier de la DREAL Normandie, qui est mobilisée jour et nuit depuis la survenue de ce sinistre. En complément, des moyens exceptionnels, notamment issus du plan Polmar, ont été mobilisés pour écarter les risques de pollution de la Seine par les débordements des eaux fortement polluées d'extinction du site. Des barrages flottants ont permis de confiner ces eaux avant qu'elles ne soient pompées. La protection des populations a immédiatement été au cœur de l'attention des services de l'État. Très vite et par précaution, un périmètre de sécurité a été mis en place dans un rayon de 500 mètres autour du site. Les établissements scolaires ont été fermés pour permettre leur nettoyage dans 12 communes situées sous les fumées et des consignes ont été passées afin d'inviter chacun à limiter ses déplacements. Ces mesures de précaution ont aussi consisté à mesurer en urgence la qualité de l'air. Des prélèvements ont été réalisés en grand nombre par les services de secours dès le jeudi 26 tôt le matin et ils ont porté sur différents polluants, les sulfures d'hydrogène, dioxyde de soufre, dioxyde d'azote et monoxyde de carbone, habituellement produits lors de ce type d'incendie. Ces analyses ont été complétées par des mesures exceptionnelles réalisées par l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air Air Normandie, qui est donc une association indépendante. Les résultats de ces prélèvements ont été mis en ligne le vendredi 27, puis le samedi 28. Et donc, ce qu'ils ont montré, c'est qu'à l'exception de l'usine,
pour ce qui concerne certains composés organiques volatiles et des composés soufrés. Tous les autres résultats étaient inférieurs au seuil mesurable. S'agissant de l'amiante, puisque vous avez en tête que le toit de l'entrepôt était amianté, des analyses ont été réalisées dans un rayon de 300 mètres autour du site, avant d'être élargies à un rayon de 800 mètres, puis de plusieurs kilomètres. Les derniers résultats mis en ligne hier soir montrent qu'aucune fibre n'a été détectée dans les prélèvements de surface réalisés dans un rayon de 300 mètres autour du site. Et pour l'air, les concentrations sont inférieures au seuil de recherche dans les bâtiments. Cette série de trois campagnes permet donc de considérer que l'incendie n'a pas généré autour du site de niveaux inhabituels ou préoccupants de fibres d'amiante dans l'air. S'agissant des suies, là aussi, des préconisations ont été formulées par les autorités sanitaires sans attendre les résultats des analyses, de manipuler notamment ces suies avec des gants, de procéder au nettoyage des surfaces touchées. Ces analyses ont immédiatement été réalisées pour rechercher les polluants dangereux les plus habituellement produits par ce type d'incendie, donc des métaux et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, qu'on appelle les HAP. Ces analyses ont été mises en ligne le samedi 28 et elles ne mettent pas en évidence de pollution particulière, hormis la présence de plomb, qu'il n'est pas possible de différencier du bruit de fond, de la pollution de fond, ni d'imputer à l'accident, puisque l'usine n'utilise pas particulièrement de plomb. Une attention particulière est portée à la recherche de dioxines dans les retombées, mais aussi dans les productions agricoles. Je voudrais souligner que ce sont des polluants très longs à analyser. J'entends dire, mais pourquoi on n'a pas les résultats sur les dioxines? C'est parce que les analyses sur les dioxines prennent du temps. Donc, ce qui explique que les premiers résultats ne soient connus que depuis la fin de la semaine dernière. Les premiers résultats dont nous disposons aujourd'hui sont inférieurs au seuil existant pour les produits agricoles. Nous avons besoin de plusieurs campagnes pour pouvoir nous prononcer dans la mesure où les dioxines peuvent s'accumuler dans les animaux et dans les végétaux. Donc la surveillance se poursuit en lien étroit avec l'ANSES. Donc je voudrais souligner que les analyses ont été réalisées le plus précocement possible pour éclairer les impacts environnementaux et sanitaires de cet accident. Par exemple, lors du précédent incident de 2013, les services de secours ne disposaient pas du tout d'outils de mesure comme ils ont pu en mobiliser immédiatement pendant l'incendie. Et c'est vraiment la première fois que nous réalisons sur un tel incendie des analyses aussi rapides sur un spectre aussi large. Ces prélèvements continueront aussi longtemps que nécessaire. Je pense qu'il y a un point qui inquiète beaucoup les populations et les Rouennais, ce sont les odeurs qui perdurent toujours sur place. Nous avons conscience de la gêne et de l'inquiétude qu'elles peuvent générer. Les services de l'État ont fixé dès le départ 2 priorités claires à l'exploitant dès l'extinction du sinistre: mettre en sécurité le site pour éviter un suraccident et puis traiter les sources d'odeurs. Cela passe par le nettoyage des résidus de combustion sur le site et l'évacuation de 1000 fûts, dont 160 pouvant être à l'origine d'émanations. Depuis hier, un espace de confinement est en train d'être installé sur les fûts. Il permettra leur manipulation, leur neutralisation et leur évacuation, tout en limitant les risques de mauvaises odeurs. En parallèle, nous avons demandé aux exploitants des 2 sites d'accélérer le nettoyage des résidus de combustion et le pompage des eaux d'extinction, qui peuvent également être source de mauvaises odeurs. Les principales opérations devraient être finalisées avant la fin de la semaine. Nous procéderons pour la phase post-accidentelle qui vient de débuter avec le même niveau d'exigence et de transparence. L'objectif de cette phase est clair: de procéder à l'évaluation la plus précise des conséquences dans la durée sur l'environnement et sur la santé de cette catastrophe. Pour cela, les services avancent avec un protocole très clair. Cela passe d'abord par le fait d'affiner les substances susceptibles d'avoir été émises dans l'environnement. Donc, nous avons ciblé dans la phase de crise les principaux polluants. Nous recherchons dès à présent les polluants pouvant avoir des effets potentiels à moyen et long terme. Donc, comme nous nous y étions engagés, les substances qui étaient stockées sur les sites ont été rendues publiques. Alors, je dois reconnaître que les listes fournies par les exploitants ne sont pas effectivement facilement exploitables, mais nous les avons également transmis à l'INERIS et à l'ANSES pour qu'ils nous
aide à identifier les éventuels polluants complémentaires qui pourraient être formés lors de la combustion de ces substances et qu'il serait pertinent de rechercher dans le cadre de la surveillance de l'environnement. Les premiers retours partiels dont nous disposons montrent la pertinence des substances recherchées dans les premiers prélèvements et préconisent l'analyse de quelques paramètres complémentaires dans les denrées alimentaires, notamment des phtalates et du zinc. Mais il n'y a pas de demande ou de préconisation de recherche de produits complémentaires, notamment dans l'air. Ces données nous permettront d'alimenter la surveillance approfondie de l'ensemble des impacts environnementaux dans l'eau, dans l'air, dans les sols, dans les produits agricoles. Donc c'est une surveillance qui a été prescrite à l'exploitant Lubrizol. Et bien sûr, les résultats des analyses qui ont d'ores et déjà été faites seront versés à cette surveillance. Enfin, cette cartographie de la pollution de l'environnement permettra la réalisation d'une étude de risque sanitaire demandée par les autorités sanitaires. Donc, le gouvernement a indiqué qu'il était favorable à la mise en place d'un suivi épidémiologique de long terme qui est engagé par les autorités sanitaires locales. Nous portons également une attention très forte au transfert de contaminants vers la chaîne alimentaire. C'est pourquoi, depuis le début, les préfets et le ministère de l'Agriculture ont pris des mesures de précaution très rapides en édictant des mesures de confinement sur les productions agricoles dans l'attente du résultat des analyses, notamment de dioxine que j'évoquais précédemment. Donc, moi, je suis bien consciente, et le ministre de l'Agriculture également, que c'est une épreuve difficile pour les éleveurs, pour les agriculteurs qui sont confrontés à la consignation de leur production. Mais je sais qu'ils sont aussi les premiers attachés à la qualité sanitaire de leurs produits. Et clairement, l'engagement est bien de les accompagner sur les pertes d'exploitation qui peuvent être générées. Et nous installerons vendredi, avec Agnès Buzyn et Didier Guillaume, un comité de suivi pour assurer dans la durée la totale transparence sur les conséquences environnementales et sanitaires de cet accident. Il rassemblera les collectivités, les associations de protection de l'environnement, les professionnels de santé, les représentants des riverains et les professionnels impactés. Nous sommes déterminés à faire la pleine lumière sur les conséquences de ce grave accident dans la durée. Au-delà des conséquences directement perceptibles, il faudra aussi assurer la pleine transparence sur les causes de cet accident. Dès jeudi 26, j'ai annoncé le lancement d'une enquête administrative qui complétera l'enquête pénale en cours. Aujourd'hui, de nombreuses zones d'ombre demeurent, à commencer par l'origine même de l'incendie, alors que le site faisait l'objet d'une surveillance rigoureuse par le service des services de l'inspection des installations classées de la DREAL. Depuis le précédent accident, survenu en 2013, ce sont 39 inspections qui ont été réalisées sur ce site, les dernières datant de juin et de septembre. Un plan de prévention des risques technologiques a été approuvé en 2014. Nous ne disposerons d'une analyse plus précise des causes que d'ici quelques semaines, mais d'ores et déjà, j'ai saisi l'ensemble des préfets afin qu'ils demandent aux exploitants des sites Seveso de renforcer leur vigilance et d'interroger leurs propres systèmes et procédures de gestion des risques au regard de cet incendie. Donc vous pouvez le constater, le gouvernement et les services de l'État sont depuis les premières heures pleinement mobilisés pour protéger les Français. Nous l'avons fait, nous continuerons à le faire en pleine transparence, y compris sur les causes. C'est ce que nous devons aux Français et à la représentation nationale.